L'idée de cette présentation, c'est de partager une réflexion d'un projet qui est en train d'être monté. Non, on ne partage pas des résultats de recherche, mais vraiment les premières idées d'un projet que nous sommes en train de monter avec des collègues colombiens et haïtiens. Donc, d'où vient cette idée? Cela fait plusieurs années qu'on travaille avec Jérôme Magrin, notamment, avec qui on anime depuis quelques années un réseau qui s'appelle le Network for Applied Research on Mining, Oil and Gas Activities, NARMA. On a animé ce réseau pour partager des informations, des analyses, des travaux sur les activités minières, gazières et pétrolières. Et avec plusieurs membres de ce réseau, nous avons mis en œuvre des projets dans différents pays, notamment le Tchad, la Mauritanie. On a, avec Jean-Michel et Pierre-Yves Lemeur, on avait participé à l'organisation d'une conférence sur les activités minières dans le Pacifique en Calédonie. Et donc, cela peut vous paraître bizarre, mais ces activités de recherche autour des mines, du pétrole et du gaz nous ont menés à sortir justement de ce terrain. Et je vais essayer de vous montrer comment on est en train de, dans les termes de Pierre-Yves, de déborder de ce terrain des mines pour aller vers d'autres thématiques, bien sûr à partir de cette réflexion sur les activités extractives. La proposition que nous allons faire, elle provient donc de toute cette réflexion depuis des années sur les ressources, les conflits autour des ressources, les problèmes de passage du conflit à d'autres situations post-conflictuelles et de comprendre les tentatives de transition qui se font dans différents pays en Amérique latine et dans la région du Caraïbe pour passer justement de situations dans lesquelles les économies sont basées sur des rentes, généralement appropriées de manière exclusive, vers des situations des économies productives, redistributives. Et l'idée de ce projet, c'est non seulement de réaliser de la recherche dans ces domaines, mais surtout de former de nouvelles personnes ressources, notamment en Colombie, où depuis des années, il n'y a pas eu de travaux empiriques dans les régions, notamment conflictuelles, où agissaient la guérilla ou les groupes paramilitaires, et où un retour à des travaux de terrain peut être envisagé dans les années futures. Du fait qu'il n'y a pas eu de travaux empiriques récents, un des problèmes qui émerge en Colombie, c'est que on travaille avec des représentations des problèmes dans les zones rurales conflictuelles qui sont basés souvent sur des travaux de terrain des années 70-80, mais qui se sont peu à peu taris à partir de l'émergence du paramilitarisme qui a empêché, en particulier les sciences sociales, de faire de la recherche dans ces zones. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de partager, bien sûr, cette recherche, ce projet de recherche qui est proposé, et éventuellement de générer votre intérêt pour une participation future. Donc, je vais essayer de présenter 4 sources de réflexion qui animent cette recherche.
La première, c'est la notion de système sur lequel vous avez probablement tous travaillé, les notions de résilience, de système, les notions d'impasse, stalemates, non, dans les relations entre acteurs, et les notions de trajectoire. Alors, une des premières approches système sur lesquelles nous avons travaillé déjà dans les années 80, c'est l'approche de système de basse gouvernabilité développé par Carlos Matus, l'économiste Carlos Matus, économiste chilien, ministre de l'économie du gouvernement de Allende. Ces systèmes de basse gouvernabilité peuvent être caractérisés comme des systèmes, en général avec des niveaux de conflit assez intenses, chroniques, et dans lesquels les différents acteurs, les différents acteurs n'arrivent pas à faire émerger des consensus par la coopération horizontale, et où en général il y a des relations de couplage négatif, tels que abordés par Maturana et Varela, entre différents acteurs en compétition et qui créent des états de multi-équilibre, mais dans lesquels, caractérisés par les impasses, c'est-à-dire où en d'autres termes, des situations de gouvernance hachée, fragmentée, dans lesquelles aucun des acteurs n'arrive à générer une alliance suffisamment forte pour faire avancer les projets dans un sens ou dans un autre. Donc cette approche sur la basse gouvernabilité, qui est développée dans les années 80, elle a été précisée notamment par Nazir Richani, un auteur vénézuélien qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis et qui a développé au cours des années 90 l'idée de war system, système de guerre. Une analyse dans laquelle il confirme ces systèmes de guerre dans lesquels, en fait, la plupart des acteurs bénéficient du système de guerre, ce qui fait qu'on ne sort pas de la guerre. Pour donner un exemple précis, durant l'état de guerre et tant qu'il y a la guerre, les militaires gagnent 40 à 60% de salaire en plus. Quand ils vont travailler dans des situations de conflit, on augmente leur salaire, etc., les différents avantages qui vont avec le fait de travailler dans des situations de guerre. De la même manière, la guérilla vit de la guerre, puisque c'est son argument central, et donc on est dans ce qu'il appelle des impasses. On peut décrire donc ce système en termes de trajectoire, on est dans une trajectoire, et on peut évoquer l'idée de dépendance de sentier. Non? Tout ce qui se passe peut être expliqué par le war system ou la situation de basse gouvernabilité. Donc ça, c'est une des références théoriques. La deuxième référence théorique que nous avons développée, et notamment on l'a beaucoup travaillé avec Géraud dans différents travaux que nous avons faits ensemble, c'est l'idée de Claude Raffestin, un géographe qui en 1980 a écrit son livre sur la géographie du pouvoir et qui développe une réflexion très intéressante à partir d'un travail de Becht et Belzum qui s'appelle World Resource Management, un livre que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, car c'est une très bonne revue d'ensemble des problèmes de gestion des ressources et leur importance au niveau mondial.
Eh bien, à partir de ce travail de Berchem-Belsung, Claude Raffestin insiste sur le besoin de différencier ce qu'il appelle matière de ce qui est ressource. Pour lui, et pour Berchem-Belsung, il n'y a pas de ressources naturelles. C'est un non-sens de parler de ressources naturelles. Parce que toute ressource est une ressource construite socialement. Et donc, il suggère de distinguer la matière de ce qui est la ressource. Par exemple, le pétrole brut sous terre, c'est de la matière. Non, il ne devient ressource que s'il est exploité, extrait par quelqu'un, transformé, etc. De la même manière, la terre, c'est de la matière. Elle ne devient ressource que s'il y a un usage de cette terre. Et donc, la terre en soi n'est pas une ressource, c'est de la matière. Elle ne devient ressource que si on l'utilise. Et en continuant sur cette analyse, Raffestin identifie 4 types d'acteurs dans l'arène des ressources et de la matière, et qui nous semblent très très utiles pour aborder les cas notamment de la Colombie, du Haïti et d'autres cas dont nous allons préciser les critères de sélection. Alors, d'une part, on peut identifier les acteurs qui contrôlent la matière, l'accès à la matière. Donc, dans certains cas, par exemple dans les constitutions, quand la constitution d'un pays définit que les matières du sous-sol appartiennent à la nation, eh bien, c'est la nation représentée par le gouvernement qui contrôle la matière. Dans d'autres cas, comme dans le cas de la Colombie, grâce à la Constitution de 1990, les communes ont un droit de regard et peuvent émettre les consultes populaires qui permettent de dire si oui ou non la communauté, la municipalité est d'accord ou non pour autoriser l'accès à la matière. Donc, il y a ceux qui contrôlent la matière. Il y a les acteurs qui seulement n'ont pas l'accès à la matière, mais savent transformer la matière en ressources. Par exemple, les compagnies pétrolières. Il y a ceux qui, à la fois, ont un contrôle sur la matière et savent la transformer. Non ? Ce sont des cas rares, mais qu'on peut trouver dans les arènes extractives. Et il y a les acteurs qui n'ont ni contrôle sur la matière, ni ne possèdent la capacité de la transformer. Donc, chaque arène productive, le long d'un cycle minier, on a évoqué la longueur des cycles extractifs. Pour des cycles pétroliers, ça peut être de 15, mais il y a des champs pétroliers qui ont déjà 40, 50 ans. Dans les mines, parfois, ce sont des mines qui sont exploitées de manière très rapide, courte, moins de 10 ans. Mais on a aussi le cas des mines de nickel de Calédonie où il y a une exploitation de plus de 100 ans. Tout le long de ces cycles miniers, les catégories d'acteurs se modifient et les configurations se modifient. Nous émettons l'hypothèse, on va les discuter un peu plus au moment de travailler sur les hypothèses, que s'il y a transition d'un système vers un autre, ça impliquerait une modification dans la composition de cette arène d'acteurs. La troisième référence théorique, c'est la discussion sur les revenus de l'activité extractive et la question des rentes. Quand on transforme de la matière
en ressources, on produit des revenus. Non? On produit des revenus qui peuvent être réduits ou peuvent être massifs. Quand on a des revenus massifs et en général soudains, on peut percevoir les dimensions de ce qu'on appelle dans la littérature la malédiction des ressources naturelles. Il y a 4 dimensions dans ces discussions sur la malédiction des ressources naturelles. La première, c'est la tendance au conflit, donc soit création de conflits, soit contribution à faire perdurer des conflits existants. La question de la transformation des régimes politiques, de démocratiques vers plus autoritaires. L'impact économique, dans ce qu'on appelle la maladie hollandaise, c'est-à-dire le fait que dans une économie qui est sujette à un flux massif et relativement brusque de revenus, eh bien, la tendance existe à attirer les meilleures ressources humaines, le capital, etc., vers l'activité qui génère justement cette production de revenus accrus, et donc ça détourne des investissements des autres secteurs. Et finalement, une 4e dimension qui n'est pas souvent mentionnée dans la discussion sur la malédiction des ressources, le fait que ces activités, en général par leur taille, leur emprise foncière, etc., leur impact sur l'environnement, encore plus quand il s'agit de milieux marins, par exemple l'extraction pétrolière en offshore, minière ou pétrolière en offshore, eh bien ça crée des impacts négatifs sociaux et environnementaux. Donc, quand on transforme la matière en revenus, ça génère des revenus. Dans quelques cas, une portion de ces revenus est de la rente. Dans les travaux qu'on a fait avec Jérôme Magrin notamment, on a une définition de la rente qui n'est pas associée à la propriété de la matière, de la terre ou de la matière, mais une définition qui est liée au travail. Dans l'interprétation qu'on propose, le revenu, la rente est un revenu qui n'est pas associé à un travail, c'est-à-dire l'application d'énergie ou d'information par l'acteur qui l'applique. Dans cette vision-là, un État qui reçoit un revenu de la part d'une entreprise pétrolière sous forme de royalties, on appelle ça de la rente parce que l'État n'a rien fait pour générer le pétrole qui est sous terre. Il perçoit une partie des revenus parce qu'il en a le contrôle à travers son contrôle sur cette matière. Tout revenu n'est pas rente. Non? Tout revenu des activités extractives n'est pas rente. Une 3e source de réflexion qui va nous servir dans le projet qu'on vous propose, c'est on a débordé la discussion qu'avait présentée Claude Raffestin, et on est passé d'une définition étroite de la matière, c'est-à-dire matière pour Claude Raffestin, et c'était les ressources minières, parfois il parlait aussi des ressources végétales, on pourrait aussi parler d'écosystèmes, mais on pourrait déborder cette définition étroite, et on l'a fait. Donc nous voilà. On a développé cette analyse en l'extrapolant en général à des situations. Par exemple, la pauvreté
pourrait être une matière. Non? Et je vais essayer de vous expliquer comment. Les désastres naturels pourraient être considérés comme de la matière. La biodiversité, le changement climatique, le contrôle sur un point particulier d'un territoire, un conflit ou n'importe quel problème pourrait être considéré comme de la matière. Je vais essayer de vous expliquer en relation avec, par exemple, le cas du Haïti. Dans un pays dans lequel j'ai fait des missions depuis de nombreuses années. Le Haïti est un pays qu'on pourrait considérer comme un pays dans lequel on transforme pauvreté, catastrophes naturelles, etc., problèmes de drogue, etc., en ressources. La pauvreté devient une ressource pour l'élite qui, à travers l'attraction de l'intérêt international sur la pauvreté, sur les impacts, les ouragans, etc., arrive à attirer, transformer cette situation en ressources, et notamment en rente, donc rente de l'aide internationale, rente rente géopolitique, rente du contrôle de la drogue, etc., et qu'elle gère, non pas pour résoudre ces problèmes, mais pour continuer à pouvoir les transformer en ressources dans les temps futurs. Donc, en ampliant cette définition de matière, on peut concevoir une variété de flux de rente. Donc, cette idée a été développée notamment à partir des analyses de Richard Houghty, un économiste anglais, qui a travaillé sur notamment la rente de l'aide internationale. Et il a montré que de ce fait, toute une série de pays sont en fait devenus des économies rentières à part entière, alors qu'ils n'avaient aucun accès aux activités extractives traditionnelles. Cela permet aussi d'aborder la question de la multiplicité de formes de la rente. On va vous donner un exemple qu'on avait travaillé avec Géraud Magrin dans le cas du Niger, mais Géraud l'a aussi abordé dans son HDR en travaillant sur les cas du Tchad et en analysant multiples formes de rente, notamment celle de la diaspora, qui est à considérer comme une rente si on prend en compte notre définition. Vous voyez que dans le cas du Niger, dans une des régions du Niger, où il y a une firme pétrolière chinoise, sur le même espace convoité, sous l'espace convoité, il y a le brut, et sur l'espace convoité, il y a de la biodiversité sous forme d'adax. Et donc, on a deux constellations d'acteurs, une constellation pétrolière et une constellation de la conservation. La constellation de la conservation transforme la matière biodiversité, qui n'est pas une ressource en soi, mais elle la transforme en une ressource en générant, à partir de cette existence de biodiversité menacée à travers les projets, etc., en attirant l'attention internationale et les ressources disponibles au niveau international, elle contribue à la création d'une rente de conservation qui en partie est convoitée par l'État. De la même manière, la constellation pétrolière, à partir de la transformation de la matière, transforme le brut à travers l'utilisation en rente pétrolière, à nouveau en partie convoité par l'État. Donc, en relation avec cette discussion sur la matière et la ressource, je pense qu'il faut préciser qu'il s'agit de notions autoréférentielles et qu'il faut se situer.
parce que si on définit matière et ressources de cette manière, il est clair que ce qui est matière pour l'un peut être ressource pour l'autre et inversement. Ce qui est ressource pour un acteur peut devenir de la simple matière pour un autre acteur, notamment quand on pense en termes de chaîne de valeur. Donc, nous arrivons à une quatrième référence là, qui va nous être utile pour notre travail et qui nous a taraudé pendant les années où on a travaillé sur les activités extractives. Parce que les trois premiers éléments nous permettent très bien de caractériser l'état d'un système, non? La trajectoire, si on veut. Mais ça ne nous a jamais paru utile pour caractériser les transitions. Parce que comment sortir d'un système minier, comment sortir d'un système de basse gouvernabilité, comment sortir d'un war system et concevoir le système qui vient après, celui qui serait non-war ou du moins pas un war system. Et donc, si on prend seulement ces références théoriques-là, on n'arrive pas à penser l'après-trajectoire. Et on continue à penser en termes de dépendance de sentier. Donc, par exemple, une des critiques qu'on a sur le travail de Ricciani, qui travaille beaucoup sur les war systems, et avec lesquels on est en correspondance, c'est justement le fait qu'il n'arrive pas à sortir de son analyse de war system. Tout ce qui se passe, même les négociations de paix, pour lui font partie du war system. On n'arrive pas à sortir et à concevoir l'après. En général, une fois qu'on est rentré dans une discussion sur les systèmes miniers, on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à concevoir l'après ou le sans-système minier. Et donc, nous sommes tombés sur une littérature très intéressante à la recherche d'autres sources de réflexion. Nous sommes tombés sur les réflexions en histoire institutionnelle sur la différence entre trajectoire et moment critique, donc conjoncture critique, moment critique en français. Et donc, il y a une nombreuse littérature, parfois un peu embrouillée parce que les termes trajectoire et critical, moment critique, n'avaient pas été très très précisés, jusqu'à ce que nous tombions sur un article qui nous a paru très très intéressant et que nous citons en permanence à partir de ce moment. C'est celui de Capocchia et Kelemen qui, il nous paraît, ont donné une définition précise de trajectoire et en particulier de moment critique. Donc, on s'est saisi de cette réflexion parce qu'on n'était pas satisfait des explications données, notamment dans la littérature sur la malédiction des ressources naturelles. Déjà, le mot malédiction ne nous paraissait pas très convaincant. Et de plus, on observait sur le terrain, notamment au Tchad, en Mauritanie, une série de phénomènes qui ne semblaient pas annoncés par la théorie de la malédiction des ressources. Comme je vous l'avais mentionné, on avait la même critique sur la vision de Ricciani avec son war system, duquel on n'arrive pas à sortir. Et donc, on s'est saisi de cette différence entre trajectoire et moment critique parce que ça nous a apparu très très stimulant. Alors, quelle est la définition que Kelemen et Capocchia donnent de conjoncture critique, de moment critique? Ils utilisent cette définition quand elle répond aux critères suivants. La première, c'est qu'il doit y avoir un changement notable, c'est-à-dire observable par différents observateurs sur l'environnement d'un acteur ou sur sa base de ressources.
La base de ressources d'un acteur, on va reprendre la définition de Carlos Matus, qui est que la base de ressources d'un acteur, elle est faite de pouvoir, de légitimité, de capacité financière, organisationnelle, de connaissances, de savoir-faire, d'accès à l'information, de temps disponible, non, puisque un gouvernement qui a 2 ans devant soi n'est pas la même chose qu'un gouvernement qui a 4 ans devant soi, qui a besoin d'espace, etc. Ça, c'est la base de ressources dans la définition de Carlos Matus. Donc, s'il y a un changement dans l'environnement d'un acteur ou sa base de ressources, elle doit être observable et notable. La deuxième, c'est que ce changement, il doit, de manière sensible, prolonger l'horizon de planification d'un acteur et élargir les options qu'il peut prendre. Si un acteur peut seulement choisir entre 2 options, et grâce à un changement dans son environnement ou dans sa base de ressources, il peut l'élargir à 4, 5, on a les débuts d'un moment critique potentiel. Le troisième facteur, c'est que ça doit augmenter les possibilités, ce qu'on appelle le reach of decision, non, le pouvoir de décision ou la probabilité qu'une décision prise ait des impacts de manière sensible. Donc, avec cette définition-là de conjoncture critique, nous avons argumenté la sélection de pays dans lesquels on aimerait commencer l'étude. Parce qu'il y a des pays dans lesquels cette définition de moment critique n'est pas donnée. Il suffit juste de rappeler que le fait qu'il y ait un moment critique, c'est-à-dire un moment de bourgeonnement, un moment de potentiel, de possibilité de changement de trajectoire, ne veut pas nécessairement dire changement de trajectoire. Donc, à partir de là, nous allons essayer d'aborder rapidement les autres éléments de notre proposition de projet. Nous essayons, en termes de questions de recherche, d'analyser les conjonctures critiques et les processus de transition. Et la discussion, elle est d'ordre, la première partie de notre question est d'ordre méthodologique. Quelles sont les variables et quels sont les liens entre ces variables qu'il faut considérer? Une deuxième dimension de notre question, c'est parce qu'on veut faire de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire qui débouche, permet de servir l'action, pour reprendre les réflexions de Falsborda sur la recherche-action participative. Nous voudrions donc avoir des implications pour l'action. Donc ça, c'est la question de recherche. Et nous avons pour l'instant les hypothèses suivantes que nous allons, comme le reste de ce que je viens d'exposer, qui sera discuté plus avant lors d'un atelier de formulation et de consolidation du projet en juin. Alors, la première hypothèse, c'est que, et donc ça va nous obliger à déborder encore plus de ce qu'on a fait. Notre première hypothèse, c'est que si on veut penser la transition, un grand nombre de variables et d'approches d'analyse que nous avions pour analyser les systèmes miniers, les situations de blocage politique, etc., qui étaient peut-être très relevantes pour expliquer l'état actuel du système, ne permettent pas de penser l'après. Et donc il va falloir probablement questionner ces modèles, les ouvrir et peut-être penser à un nouveau modèle, repenser la transition en tant que telle. La deuxième hypothèse, c'est qu'il est probable que toute transition implique une modification dans l'arène productive, en particulier les rôles et les capacités
assignés aux différents acteurs au moment de la trajectoire et au moment de la transition. Par exemple, il est très probable que la division de rôle traditionnelle entre multinationales qui savent extraire les activités, la matière pétrolière ou minière ou gazière, et les autres acteurs qui simplement contrôlent l'accès à la matière, que ce modèle-là va devoir souffrir des modifications si on veut assister à de véritables transitions dans les pays qui sont étudiés. Ensuite, nous avons l'hypothèse que, à préciser plus en détail, parce que la littérature sur les économies rentières ne précise jamais à partir de quel pourcentage on considère une économie comme rentière au lieu de la considérer comme productive. Il va falloir qu'on réfléchisse de plus près sur cette définition d'activité d'économie rentière. Mais une des hypothèses, c'est que dans les économies rentières, la redistribution est beaucoup plus difficile parce que il n'y a pas de cadre de référence légitime pour exiger une redistribution. Alors que dans les activités, dans les économies productives, le cadre de référentiel qui produit la légitimité pour une redistribution, eh bien c'est le travail et c'est la répartition des revenus entre capital et travail dans lesquels il y a un cadre de référence qui existe depuis de nombreuses années. Donc, en général, tout ce que nous avons fait pour analyser la situation actuelle, la trajectoire ne nous sera pas ou peu utile pour analyser la transition. Finalement, nous avons une hypothèse sur ce que peut nous apporter l'histoire institutionnelle, d'où nous avons tiré le concept de moment critique. En général, cette littérature s'intéresse peu aux économies, aux activités extractives. Elle s'intéresse aux transitions, aux révolutions, etc. Mais elle s'intéresse peu aux transformations des économies rentières en moins rentières, etc. Donc, il est probable on peut en tirer une série de variables et d'enseignements, mais qu'on doive innover par rapport à cette littérature. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Jusqu'à maintenant, les discussions que nous avons dans le réseau que nous avons constitué en Colombie, et en Haïti, c'est travailler sur une comparaison de ces moments critiques, donc aussi bien en Haïti qu'en Colombie. Nous travaillons, donc on ne compare pas des pays, on ne compare pas la Colombie en Haïti, on compare le moment critique en Haïti et le moment critique en Colombie. On essaye d'étudier ça à travers des études de cas, en regardant des processus, des situations, des territoires. On va aussi étudier des chaînes de valeur, puisque soit des chaînes de valeur dans les activités extractives traditionnelles, mais aussi d'autres chaînes de valeur dans lesquelles probablement il y ait besoin de modifications dans l'organisation et la répartition de valeurs errantes à l'intérieur de ces chaînes, notamment par exemple le palmier à huile. Donc on a choisi de commencer par la Colombie. Je crois qu'il y a déjà eu des présentations de la Colombie au cours des sessions antérieures. Mais l'idée, c'est de travailler en particulier sur des cas aussi bien locaux, des situations départementales. Parfois, ce sont des problématiques nationales, mais de travailler à partir des études de cas précis, dont, bien sûr, une partie des travaux vont se faire à partir des textes et de la mise en œuvre des accords de La Havane, notamment sur
l'accès à la terre, la création du fonds de terre et les transformations qui sont signalées sans être précisées au niveau de la répartition de valeur dans les chaînes de valeur. Un autre thème qui probablement va attirer l'attention de différents chercheurs, c'est la mise en œuvre de l'accord sur une répartition spatiale entre grandes agro-business, les terres réservées à l'économie paysanne, etc. Et bien sûr, les discussions qui surgissent autour de ces thèmes, notamment la réflexion sur les chaînes de valeur et la construction d'autres relations entre différents acteurs, petits producteurs, grands producteurs, à l'intérieur de chaînes de valeur plus solidaires, etc., qui sont des discussions prévues dans les accords de paix sans être très, très précisées. Donc, on a une série de thématiques méthodologiques, mais pour laisser le temps à la discussion, je ne vais pas m'apaisanter là-dessus. On travaille, juste préciser, on va beaucoup travailler sur la mobilisation de jeunes chercheurs autour de ces activités, en profitant de la possibilité récemment ouverte de refaire du travail de terrain, notamment dans des aires dans lesquelles il y a quelques mois, ces travaux n'étaient pas possibles. Donc on espère aussi bien produire un livre, etc., que des jeunes personnes ressources formées. En général, on travaille dans un réseau dans lequel il y a des historiens, anthropologues, sociologues, agronomes, etc. On essaye d'élargir le réseau à ce niveau. Pour l'instant, il y a 30 membres du réseau. En Colombie et en Haïti, moins, parce que la situation de la recherche en Haïti ne permet pas de générer plus de chercheurs. On essaye d'associer non seulement les chercheurs du niveau national dans les différents pays, mais surtout des chercheurs d'universités périphériques, plus proches des terrains dans lesquels il y a eu conflit, par exemple l'Université de Florencia, etc., etc. Pour l'instant, le réseau de chercheurs internationaux est réduit. Bon, il y a Jérôme Magrin, moi-même, le professeur Ricciani, mais il est ouvert, bien sûr, à d'autres personnes qui voudraient s'intéresser et rejoindre. Donc, on a discuté en termes de partenaires techniques, financiers, avec la BID, Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, etc., etc., l'AFD Recherche. On a, à Haïti, de la même manière, on s'est intéressé au PNUD et à la BID. Pourquoi le PNUD? Parce que c'est le PNUD qui est donc UNDP PNUD, c'est le PNUD, les Nations Unies, qui accompagne le processus. Et donc, politiquement, ça nous donne des entrées qui peuvent intéresser les futurs chercheurs. Donc, notre prochain pas, c'est l'organisation en juin d'un atelier pour consolider ce projet de recherche, pour le remodeler, pour que les différents chercheurs se retrouvent et pour préciser, etc. Donc, voilà l'état où nous en sommes. Bon, merci beaucoup pour cet exposé. Je trouve extrêmement intéressant l'ouverture au-delà de la seule question minière et de l'ouverture théorique vers les notions à la fois de trajectoire et transition d'une part, et puis l'ensemble des points que ça permet d'explorer sur les notions de rente, sur les notions de matières-ressources, etc. Donc voilà, le débat est ouvert. Donc, je m'appelle Philippe Méral, je suis de l'IRD UMR GRED. Ma question sur cet exposé que j'ai trouvé très intéressant, ça porte sur le statut de la transition. Je n'ai pas bien compris si c'était des transitions qui étaient souhaitées, imposées par une élite, par des bailleurs de fonds, ou si c'était une hypothèse juste de travail que vous formulez. Et la deuxième question, qui est en fait une question que j'ai toujours, depuis avoir aussi travaillé sur les questions de dépendance de sentier et de moments critiques, c'est quand vous dites que les moments critiques n'impliquent pas forcément de changement de trajectoire. Finalement, comment on identifie un moment critique qui n'amènerait pas à un changement de trajectoire? Voilà.
Alors, donc, la transition pour nous, et donc, la transition, on utilise la transition comme transformation. Transition sans y attacher de valeur. C'est-à-dire, pour l'instant, on a travaillé sur le passage par exemple, de système de guerre vers un système de non-guerre, mais sans y attacher de valeur, où on voudrait étudier seulement des processus de transition, entre guillemets, positifs, à laquelle, normativement, on colle le mot transition à la bonne transition entre état de guerre vers la paix. Il se peut qu'on trouve, au contraire, et que c'est le sentiment partagé par plusieurs membres du réseau, il se peut qu'on n'aille pas du tout vers un système de non-guerre. Non, parce que rien n'est figé en ce moment, en particulier dans la situation colombienne. De la même manière, en Haïti, il se peut très bien que, alors qu'il y a de nombreuses réflexions sur cette situation d'économie rentière dépendante de l'aide, de plusieurs sources de l'aide, pour aller vers plus d'indépendance de décision, non seulement pour l'élite, mais pour l'ensemble de la société, il se peut qu'on aille vers une situation encore plus de dépendance, et rien n'est joué d'avance. Donc pour nous, il n'y a pas on n'attache pas une valeur normative à cette transition. Et maintenant, est-ce que... Et donc la discussion est justement menée par Kelemen et Capocia. Comment identifier des moments critiques? Donc parce que c'est leur critique à la littérature courante dans ce domaine, c'est de dire finalement les moments critiques, on ne peut les observer qu'après coup et quand la bifurcation s'est déjà produite. Non? Et donc, justement, leur effort et leur contribution a été de dire on voudrait donner une définition de moment critique qui permet de l'étudier au moment où elle semble se produire. Donc, les critères qu'ils ont donnés permettent de donner des moments dans lesquels, dans le cas d'un acteur, d'une entreprise ou d'une organisation, d'une société, il y a ces moments de flottement, d'hésitation, non, et dans lesquels la bifurcation pourrait se produire. Par exemple, ça a été le cas l'appelé printemps arabe dans certains pays, où il y a eu un bourgeonnement, une réflexion, mais la bifurcation ne s'est pas produite. Et pourtant, il y a eu bourgeonnement, pourtant, il y a eu ce moment de possible, non, où les options se sont élargies. Mais ça s'est refermé et il n'y a pas eu de changement de trajectoire. Donc, à la fois, c'est une difficulté, c'est un défi à la fois théorique et méthodologique d'essayer d'attraper ce moment et d'avancer dans cette réflexion sur moment critique de manière peut-être plus empirique, essayer à travers des études de cas, d'apporter sur cette question, mais qui est essentielle. Pour ne pas tomber dans les avions renifleurs de Giscard. Non, parce que la conjoncture critique, ça peut facilement donner lieu aux avions renifleurs de diamants de Giscard. Merci Gert, c'est pour l'exposé qui est très stimulant. J'ai deux questions. La première concerne les 4 termes que tu as cités au début de ton exposé. J'avais noté le système, les impasses, les trajectoires et la résilience. Et celui-là me pose un problème. Je ne l'ai pas retrouvé non seulement je l'ai pas retrouvé dans l'exposé qui a suivi, mais surtout, comme c'est quelque chose qui vient de la métallurgie, puis qui a été développé en écologie, et qui est maintenant utilisé partout, je vois mal comment il s'accorde avec tout le reste de la démarche que je trouve vraiment très intéressante, de transition, de changement, de transformation, avec des effets de frottement ou des moments freinants, enfin, que tu as très bien expliqué. Mais je vois mal comment ce terme-là
rentre, je trouve qu'il est un peu intrus. De résilience. De résilience, je trouve que c'est un peu un terme intrus par rapport à toutes les références théoriques qui vous aident et qui sont, que je trouve, cohérentes et stimulantes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est vous avez travaillé dans des États africains comme le Tchad ou la Mauritanie. Vous continuez à y travailler. Et là, dans ton projet, tu cites exclusivement 2 États, la Colombie et Haïti. S'il n'y a pas d'État africain dans ce que tu cites ici, est-ce que c'est parce que tu estimes qu'il n'y a pas de moment critique, qu'il n'y a pas de bourgeonnement, ou c'est pour une autre raison? C'est pour des raisons... Alors, pourquoi la Colombie et le Haïti? Il y a aussi une explication simple dans l'histoire de la trajectoire d'un chercheur. C'est que j'ai travaillé en Colombie dans les années 80 et j'avais beaucoup d'intérêt pour redévelopper un projet en Amérique latine, c'est simplement pour ça. Non? Mais c'est pas parce qu'on n'a pas cherché des situations similaires en Afrique. Pour l'instant, le montage de ce projet, même au niveau de la Colombie, va être déjà un défi parce que chercher des ressources pour ce type de recherche appliquée, de suivi du post-conflit en Colombie, va être déjà assez compliqué. Donc je vois, mais donc principalement c'est un intérêt particulier pour ces pays-là. Maintenant, la résilience, ça fait partie justement de la discussion très intéressante en termes d'analyse de systèmes, de situations qui sont bloquées. Non, la résilience, ça peut être aussi associé aux sociétés qui, malgré des va-et-vient, reviennent à leur cours et n'évoluent pas. Non? Et donc, c'est intéressant pour décrire des trajectoires. Mais justement, ces notions ne sont pas utiles pour penser la transition. Mais elles sont utiles pour décrire un état. Et quand cet état est fait d'une trajectoire et qu'il n'y a pas de mouvement, la notion de résilience peut être très utile pour décrire ces situations-là. C'est-à-dire, je ne vois pas de contradiction, non. Moi, je ne suis pas convaincue que la résilience aide à penser un État social. Je pense que ça s'applique à des objets plus restreints, qui peuvent être des écosystèmes, qui peuvent être des systèmes socio-écologiques, mais définis de façon plus restrictive, et que à partir du moment où on introduit des ruptures de temps, d'espace, de pouvoir, et les négociations avec les valeurs que font tous les acteurs, la résilience n'aide pas beaucoup à penser même un État qui se perpétue. Parce que il y a là-dedans une idée de rebond ou de résistance à des chocs internes, mais malgré les développements qu'il y a eu depuis Olling et les travaux sur les common pool ressources, je trouve que ça n'aide pas beaucoup à penser les tensions internes aussi. Les points de fuite, les logiques un peu contrasystémiques à l'intérieur. Voilà. Mais bon, c'est une autre discussion. Bonjour et merci pour l'exposé. Je m'appelle Jeanne Pin, je suis du CIRAD. J'avais une remarque et une question. La remarque, c'était sur l'aspect normatif du terme de transition, de passer d'un état vers un état mieux ou plus souhaitable. Et notamment sur le cas de la Colombie, moi quand j'y étais, il y avait on m'avait beaucoup dit qu'une partie de la préservation de la biodiversité en Colombie, et qui fait que c'est encore, je crois, le 2e pays en Amérique latine en termes de biodiversité, c'était notamment la présence de territoires occupés par la guérilla, qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir d'extraction minière sur ces zones, ce qui n'est pas le cas avec le paramilitarisme.
Mais du coup, là, d'étudier ou d'observer et d'envoyer des gens dans ces zones qui sont maintenant ouvertes et donc potentiellement, on va dire, dont la matière est potentiellement transformable en ressources, c'est vraiment, vraiment intéressant et sans aller donc vers une situation meilleure. Et ma question, par contre, c'est, si j'ai bien compris, le débordement de la notion de ressources, non, de matière vers non pas juste de la matière physique, mais vers des situations aussi. Vous allez l'étudier comment en Colombie? Vous prenez des cas en particulier avec des chaînes de valeur. Tu as mentionné la canne à sucre, mais je voulais savoir si vous aviez... Le palmier à huile. Ah, c'est le palmier à huile. Oui. D'accord, donc c'est pas financé CIRAD. Non, du coup, de savoir si vous aviez d'autres cas de chaînes de valeur en tête. Alors, il y a plusieurs autres. Les autres chaînes de valeur sont les chaînes de valeur traditionnelles des activités extractives. Donc, charbon, pétrole, mine, en prenant différents cas d'extraction minière. Donc, il y a le coltan, en zone dominée, ou avant dominée par la FARC. Il y a l'or de Guainilla, aussi en territoire de la FARC, mais aussi d'autres activités minières qui sont, elles, sous contrôle notamment des paramilitaires. Et donc, concernant la discussion si oui ou non la guerre a préservé l'avancée ou la destruction de la biodiversité, je pense que comme dans le cas du soja au Brésil, où le gouvernement, ou le ministère de l'Environnement brésilien a crié victoire en disant on a réussi à arrêter ou à freiner la déforestation face à l'avancée de la frontière, notamment de l'élevage, mais dernièrement du soja. Comme dans le cas du Brésil, cela s'est reproduit de la même manière en Colombie. L'avancée de la frontière agricole, elle s'est arrêtée et de manière prudente, non pas parce qu'il y a eu présence ou non de la FARC, puisque même en territoire FARC, il y a eu avancée des fronts de colonisation, notamment de l'élevage et dernièrement du palmier à huile. Mais ce qui a freiné cette colonisation, ça a été le relief. C'est aussi simple que ça. Dès que les tracteurs ne passent plus, en fait, on a observé un frein sur l'avancée de la déforestation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une meilleure contrôle, etc. C'est le relief qui a empêché l'avancée de la mécanisation. Et vous verrez, au Brésil, la frontière continue à avancer, à se renouveler dans les terres qui sont mécanisables. Par contre, là où il y a un rebond de la déforestation, c'est avec le palmier à huile, qui, lui, n'a pas besoin de mécanisation ou de terre plane, et qui peut même se produire sur terre ondulée. Donc c'est là où l'avancée de la frontière agricole a avancé de plus belle au Brésil, notamment avec l'aide du CIRAD et sa vente de semences de palmier à huile. Une petite question concernant cette frontière et la production de viande. Elle a des frontières nettes comme ça? Est-ce que les bœufs, je ne trouve pas le mot, la production de viande au Brésil, elle touche ces frontières aussi? Parce que vous avez dit que c'est ça qui détruit la forêt. Est-ce que vous avez compris la question? Non. Vous avez parlé de l'huile de palme qui monte les montagnes. Oui. Mais il y a d'autres ressources qui montent pas. Oui. C'est le soja peut-être. L'élevage. Et l'élevage monte aussi. L'élevage monte. Okay. Donc l'élevage n'est pas gêné par le relief. L'huile de palme non plus. Mais ce qui a freiné l'avancée de la frontière agricole au Brésil, notamment celle du soja, qui était le principal moteur de la déforestation dans les années 90 et ces dernières années, eh bien, c'est le relief qui a freiné l'avancée. Mais d'autres frontières ont continué, la frontière de l'élevage continue sans être gênée. Alors,
est-ce que dans le cas de la Colombie, ce qui est intéressant, c'est la reconversion d'une partie des activités d'élevage vers le palmier à huile. Ça, c'est très intéressant, pour des raisons techniques d'une part, mais d'autre part à cause de la guerre. Là, la guerre a eu une influence sur la reconversion, puisque quand vous avez de l'élevage en terrains qui sont contestés par la guérilla, vous êtes en train de nourrir en fait la guérilla. Et donc, à un moment donné, dans toute la stratégie militaire de contrôle du territoire, il y a eu un seul impératif, c'est couper les vivres à la guérilla. Ça, c'est une des parties de Plan Colombia, ça a été ça, c'est la directive couper les vivres. Donc, couper les vivres, ça a été diminuer les activités d'élevage, quelles qu'elles soient, au contact des territoires occupés ou contrôlés par la guérilla. Et donc, là, il y a eu reconversion. Et donc, ça explique en partie le paramilitarisme associé à l'huile de palme et l'extension de l'huile de palme dans des zones où antérieurement, il n'y avait que de l'élevage. Merci beaucoup. Lauriane Gay, chercheuse associée à Ardev. Je veux revenir très rapidement sur la notion, donc vous avez parlé de Rafestin, 1980, distinction ressources et matières. Vous avez fait un bond en avant en disant qu'on pouvait appliquer cela à des situations. Et vous avez donné l'exemple, par exemple, des problèmes de drogue qui peut être pensé comme une situation. Et je voulais simplement essayer de comprendre comment on pouvait faire ce bond dans le sens où si on part du postulat que la matière n'est plus de l'ordre du construit social, puisque justement c'est ce qui vous permet de faire le bond, comment est-ce qu'un problème de drogue peut devenir peut être considéré comme de la matière alors qu'un problème est déjà un construit social, oui. Si je prends déjà votre exemple. Alors, par exemple, j'avais mentionné la drogue dans le cas du Haïti. Le Haïti est une plateforme de transport de la drogue, non ? Le transfert de la drogue notamment vers les Antilles et notamment vers Miami, etc. Donc, le fait qu'il y ait la drogue, ça devient de la matière, parce que le fait qu'il y ait de la drogue attire les ressources de lutte anti-drogue. Et donc, pour la police, pour l'élite locale, cela représente une source de coopération technique considérable qui peut être redistribuée dans les corps de police, etc., mais aussi en partie accaparée par l'élite locale. Donc, l'existence de drogue devient une matière. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de se rappeler que matière et ressources sont des notions autoréférentielles. Il faut se situer pour appliquer la notion à un cas particulier. La drogue, qui est une ressource pour les groupes de production de drogue en Colombie, devient de la matière pour le Haïti, puisque le fait qu'il y ait la drogue en Haïti en circulation motive la création de ressources et génère l'attrait de ressources financières pour la lutte, etc., mais qui en fait ne sont jamais réellement appliquées, puisque on tuerait la poule aux œufs d'or. Ouais, dans la même veine, en fait, les géographes ou les économistes du territoire parlent de ressources en général, mais de ressources qui sont latentes, quoi, et de ressources activées. Et donc, c'est tout le processus d'activation en fait de la ressource. C'est une autre façon de le voir. Et je ne sais pas s'il y a des connexions avec ça, mais moi, ma question était plus sur le. J'aimerais bien des éclaircissements vraiment sur le côté. Il me semble qu'on passe quand même de notions qui renvoient de la macroéconomie au début. Enfin, toute la littérature sur la malédiction des ressources naturelles, tout ça, ça renvoie quand même à des niveaux macro. Et moi, j'avais compris aussi la question des bifurcations, il y a une grosse littérature oui. sur la macroéconomie là-dessus. Et j'ai du mal. Alors en plus, je sais que dans nos débats interne Ardev ou autre, la question de l'articulation des échelles et des allers-retours, ça fait débat et ça plaît ou pas, machin. Mais là, on est bien quand même, je vois pas très bien toutes les déclinaisons possibles qu'il y a. Je sais pas si tous les outils sont adaptables
à tout ce qui a été décrit, à des filières, à des voilà. Et ce passage d'outils plus macro vers des outils plus précis, nourri d'interactions avec les différents niveaux, etc. J'ai du mal à voilà. Donc j'aimerais bien avoir quelques explications sur sur ça. Bon, le projet n'est pas encore fini, hein. Oui, Donc ça fait partie des discussions qu'on aura certainement avec nos collègues en juin et au cours des prochaines années. Parce que cette discussion sur à quelle échelle, quelles notions sont-elles applicables. On a fait un effort dans les discussions avec les collègues colombiens pour sortir des analyses presque journalistiques du processus de transition, non? Donc, en décrivant donc du post-conflit en Colombie. Et donc, parce que la tradition de l'analyse, notamment de ce qu'on appelle les violontólogos, non? Donc Dario Fajardo, qui est membre du groupe de réflexion, mais aussi Alfredo Molano, avec lequel on a travaillé dans les années 80. Tous ces acteurs ont eu tendance à faire un travail, je dirais, plus d'historien et peut-être parfois plus de journalisme. C'est pour ça que, par exemple, Alfredo Molano, c'est un chroniqueur en fait, hein, dans le Espectador et à la radio, etc. Ce sont des chroniqueurs qui décrivent ce qui se passe. Mais il y a très peu d'efforts de réflexion ou de développement de concepts plus théoriques. Et si on n'introduit pas de concepts théoriques plus abstraits, on n'arrivera pas à faire travailler plusieurs disciplines. Non, parce que c'est impossible de faire travailler des historiens, des agronomes, etc., s'il n'y a pas un effort de construction d'un appareil théorique, méthodologique plus abstrait. Donc c'est qu'on essaye de faire. Et à la fois, dès qu'on le construit, il a les problèmes de comment est-ce qu'après on va les faire atterrir. Et donc ça va être le défi de ce travail-là. Je profite que j'ai le micro. Moi, je voulais revenir sur cette tension-là entre matière et ressources, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Ça renvoie à des tas de débats et de façons de dire les choses qui peuvent être... Quand les géologues parlent de réserves et de ressources, ils font aussi un peu ce genre de distinction au fond. Et je trouvais extrêmement intéressant l'idée d'ouvrir, c'est-à-dire de dire finalement on pourrait considérer la matière non pas simplement sur un mode objectal, mais ça peut être aussi, il y a d'autres types de matières, donc ce que tu as dit, la pauvreté, la drogue, etc. Et le moment où ça devient une ressource, c'est-à-dire ça permet de penser des rentes multiples. Et la rente du développement, c'est une des rentes les plus connues. La rente actuellement du changement climatique, c'est aussi mise en scène par certains États, c'est assez intéressant aussi. Quand on pense à la trajectoire d'un pays comme Nauru, qui a su surfer, si j'ose dire, sur différentes rentes après avoir épuisé sa ressource minière, une rente géopolitique, etc. Enfin bref, je trouve ça extrêmement intéressant. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, tu dis matière et ressources sont des notions autoréférentielles, donc c'est vrai. J'aurais tendance à dire que c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il reste quelque part quand même un facteur résiduel qui est plus que résiduel, c'est la matérialité aussi de cette matière. Et donc, justement, le fait d'élargir, ça oblige à repenser le fait que certaines de ces matières sont des matières très matérielles et que par conséquent, leur exploitation ou non-exploitation, les conflits qui vont se tourner autour d'elles, etc., vont prendre des formes différentes. Je pense à la notion de frontière qui a été évoquée tout à l'heure. L'extraction minière, forcément, elle a une matérialité très particulière, donc ça renvoie aussi à la façon de gérer la relation socio-technique, etc. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la matérialité des différentes matières pour permettre cet élargissement de la comparaison sans perdre ce qui serait justement un élément important de différence, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas une ressource minière comme on exploite la rente du développement, par exemple. Et je repensais à l'exemple que j'ai cité en introduction, à savoir la ressource minière marine. Du fait que cette ressource s'inscrit dans une matérialité qui n'est pas la même qu'une matérialité liquide, fluide, etc., forcément, ça aura des effets différentiels aussi. Donc je pense que cet aspect matérialité de la matière, en quelque sorte, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue, en fait. Oui, tout à fait d'accord.
Non, c'est juste sur toute cette notion de moment critique. Je trouve ça effectivement extrêmement intéressant. Et la question qui a été posée sur comment on les repère, je crois qu'il y a un aspect qui est à prendre en compte. Bon, premier point, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de sortir d'une approche rétrospective et historique pour essayer de se situer dans une approche processuelle. En fait, c'est un peu ça que tu disais, par rapport à tout ce qui est les notions liées de type sentier de dépendance, par exemple, qui sont des notions un peu enfermantes. D'ailleurs, le sentier de dépendance, on peut se demander s'il est empirique ou s'il n'est pas plutôt théorique, quelque part. Mais bref, amenant à des impasses, c'est-à-dire une pensée trop systémique, par exemple. Mais toujours est-il que ce que je trouve intéressant mais difficile, c'est que le moment critique, c'est aussi une accumulation de tas de choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi des décalages, des désarticulations historiques qui font que plein d'événements qui a priori sont extrêmement désarticulés, a priori pas complètement liés les uns avec les autres, vont finalement éventuellement se cristalliser dans quelque chose qui sera repéré comme un moment critique. Donc c'est ce va-et-vient entre le moment et ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la généalogie de ce moment qui est intéressant d'observer, qui est difficile en même temps. Par contre, parce que là, ça pose des questions aussi, pas simplement de données empiriques, mais d'interprétation de ces relations. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est l'effort de modélisation du moment critique. Pour ne pas simplement que... Bon, autant on a pu identifier les moments antérieurs, les moments de trajectoire, comme des processus, comme des sentiers, etc. Et donc on a essayé de modéliser ces moments à travers toute une série d'analyses, notamment toute la discussion sur la malédiction des ressources naturelles. Elle permet, même si on n'est pas d'accord avec l'ensemble de ces analyses dans la littérature, elle permet de mettre l'attention sur des phénomènes qu'on observe. Hein. Effectivement, l'inflation générée par une activité minière, etc. etc. Donc il y a des tentatives de modélisation. Par contre, ce moment précis de moment critique, au moins dans la littérature, sur les transitions telles comme on les étudie de sortie de systèmes rentiers, etc., sont peu étudiés. Et je crois qu'il y a un effort de modélisation à faire qui va prendre un temps. Et je pense que ce serait intéressant aussi de faire dialoguer la notion de moment critique avec la notion d'événement. Oui, en fait, tout simplement. Oui, très proche, oui. Attends, parce qu'il y avait Philippe avant. Désolé. Non, et puis sur le même sujet, vraiment, parce que moi, l'idée d'avoir un moment où ça bascule, il y a quand même aussi des effets, il me semble, de temporalité. Ça peut bousculer. Ça peut bousculer, mais parfois aussi, on peut imaginer, quelques exemples en tête comme ça, on peut l'avoir, des événements qui se passent à un instant T, et finalement l'impact et la bifurcation liée à cet événement-là, liée à d'autres inerties, etc., peut se faire plus tard aussi. Donc c'est compliqué d'analyser le moment où ça bascule, parce que parfois ça bascule pour des raisons qui étaient déjà inscrites avant, quoi. Et la dépendance de sentier, elle n'est pas simplement il y a un problème et je bifurque, ça peut être il y a quelque chose qui se passe, ça continue et ça bifurque après. Donc c'est vraiment des problèmes, moi je pense que c'est très compliqué à identifier et ça mérite effectivement d'aller plus loin. Ouais, j'ai pas réussi à changer suffisamment ma base de ressources pour lutter contre mon exclusion. Non, mon commentaire allait un peu dans le même sens, d'une part sur l'idée de transition qui a été évoquée tout à l'heure, où le problème du mot transition, c'est que ça renvoie à l'idée de changement d'un état à un autre. Or là, l'état futur ou ultérieur, on ne sait pas, il n'est pas forcément déterminé. Et donc le terme bifurcation que tu as utilisé un moment dans la réponse me paraît moins connoté. Ça montre que ça change, que ça bouge, mais sans déterminer que ça arrive à un état donné, stable, etc. Quoi. Et sur l'histoire des conjonctures critiques, effectivement, j'avais un peu les mêmes réflexions, et sans la définition de Kapotcha et Kellman a l'air de mettre beaucoup l'accent sur un acteur ou une organisation qui change sa situation et qui arrive à recomposer le jeu, quoi. Et du coup oubliant le reste. Donc Pierre-Yves a dit effectivement il y a d'autres événements à côté. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser une conjonction de changements ou un rapport environnement et rapport entre organisations pour définir ces moments critiques, quoi. Donc Et d'autre part, en termes méthodologiques, effectivement, l'enjeu, c'est d'échapper au regard rétrospectif.
Et est-ce que finalement, c'est pas la façon dont les différents acteurs de l'arène pensent les moments où ils ont eu des opportunités, où ils ont essayé, enrichissant ou pas, qui sont des façons d'arriver finalement à l'identification de ces moments critiques potentiels, même s'ils ne se sont pas réalisés. C'est-à-dire les moments où les acteurs dans le jeu pensent que leur situation change ou qu'ils voient celle des autres changer, quoi. Donc est-ce que méthodologiquement, c'est pas comme ça finalement qu'on peut identifier ces moments critiques potentiels, quelle que soit la façon dont ils se sont traduits ou pas, et en évitant que ce soit nous de l'extérieur qui disions c'est ça parce que c'est tel élément qui est déterminant. Ça avait été justement le défi, notamment lors d'une étude récente qu'on a fait dans le cas du Haïti, où on a interviewé une série de personnes ressources dans lesquelles on a posé la question: à quel moment avez-vous eu la sensation de que vous pouviez déterminer la politique agricole du pays, hein, notamment? À quel moment? Et c'était une question qui semblait incongrue parce que pour beaucoup d'interlocuteurs, qu'ils se souviennent, ils n'ont jamais eu cet espace-là. Et donc c'est intéressant, c'est justement l'exercice de partager cette réflexion avec les acteurs en situation à travers les études de cas. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. Si la question avait été à quel moment avez-vous pensé qu'il y avait peut-être une possibilité de changement dans la politique agricole, la réponse aurait peut-être été moins fermée, moins négative que si c'est leur possibilité à eux d'influer sur la politique. Quoi. Mais bon.